Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Merci de votre constante fidélité. Très heureuse de vous retrouver encore une fois sur votre plateau Réflexion politique. Réflexion politique, le plateau, vous le savez très bien, sur lequel on pose la réflexion, on la développe et on essaye d'apporter des recommandations, des pistes de solutions. Et vous le savez très bien, pour ce plateau, je suis toujours accompagnée des experts, des spécialistes, des universitaires, des personnes qui s'y connaissent très bien sur la question. Dans la plupart des pays en voie de développement, des milliers de malades perdent encore la vie du fait d'un approvisionnement insuffisant en sang et en produits sanguins labiles. Les femmes, les enfants sont les plus exposés à faire des transfusions sanguines. L'une des raisons pour lesquelles la transfusion sanguine est cruciale est qu'elle sert à sauver la vie des femmes qui souffrent d'hémorragie grave pendant la grossesse, l'accouchement ou après l'accouchement. Une problématique du don de sang se pose dans pas mal de pays en Afrique dont les causes sont multiples. Sur ce plateau, nous en saurons davantage. Il est crucial quand même de se poser la question, qu'en est-il au Mali sur la disponibilité et l'accès du sang et quels sont l'impact sur la santé maternelle qui doit ainsi préserver des filles? Sont autant de questions qu'on se pose par rapport à ce sujet qui est crucial, je vous le disais, qui a pour thème la problématique de la disponibilité et l'accès du sang au Mali, impact sur la santé maternelle. Pour en discuter, pour développer ces thèmes sur ce plateau de Mandé TV, j'ai deux invités ici sur ce plateau. Il s'agit du docteur Salek Doumbia, il est gynécologue obstétricien au centre de santé de référence de la commune 5 et également représentant de l'Office national de la santé et de la reproduction du Mali, l'ONA-SR. Docteur Doumbia, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Bienvenue, merci. Merci de vous rendre disponible pour pouvoir développer ce thème sur ce plateau. Avec plaisir. Nous avons aussi docteur Baba Fane, voilà, il est hématologue transfusionniste, il est le DG du Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Docteur Fane, bienvenue. Merci. Merci de vous rendre disponible. Je vous en prie. Alors, comme on l'a annoncé sur ce plateau, vu le thème, on a deux invités, un gynécologue qui représente le centre, l'Office national de la reproduction et le centre de transfusion. Assez rapidement pour nos téléspectateurs qui ne savent pas, pour avoir plus d'infos, l'ONA-SR en 2-3 mots. Merci madame la journaliste. L'ONA-SR c'est madame Fadima. L'ONA-SR c'est l'Office national de la santé et de la reproduction. Je dirais c'est l'instance suprême qui gère toutes les questions de la santé de la mère et de l'enfant. Donc c'est une structure centrale qui est là pour la mise en application de la politique concernant la santé de la mère et de l'enfant. D'accord, merci beaucoup. Docteur Fane, pour le Centre national de transfusion sanguine, même si on se doute bien qu'il s'agit de sang. Oui, effectivement. Bonjour aux téléspectateurs. C'est une structure qui est nationale, qui est dédiée à la coordination des activités transfusionnelles, donc le prélèvement chez les donneurs de sang, la préparation, la qualification, la mise à disposition du sang sûr pour la population et tout ce qui est études ou formation continue des recherches en termes de transfusion sanguine. Donc la coordination des activités incombe au CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. D'accord, vous êtes quand même assez bien répartis sur le territoire national. Alors justement, en disant ce mot national, en fait, on est censé être national avec une régionalisation. Pour le moment, on n'a pas de structure qu'on appelle les centres régionaux. Alors il y a les labos au niveau des hôpitaux régionaux qui font
le relais et la coordination avec le Centre national de transfusion sanguine. Et au jour d'aujourd'hui, au niveau de Bamako et Kati, on a des banques de sang hospitalières parce que, en fait, quand on parle des attributs du Centre national de transfusion sanguine, par le départ, c'était appelé communément une banque de sang. Une banque de sang veut dire mettre à disposition des gens, alors que le centre qui fait la production n'était pas censé mettre à disposition des patients de façon nominative. Donc, au jour d'aujourd'hui, au niveau de Bamako et Kati, nous avons 16 banques de sang hospitalières. Ça veut dire que tous les grands hôpitaux et puis les CESREF, les centres de référence, disposent de banques de sang en leur sein. Mais ce qui n'est pas le cas à l'intérieur, on a au niveau des hôpitaux régionaux et au niveau des centres de référence à l'intérieur qui ont des banques de sang en leur sein. D'accord, je vois que vous travaillez beaucoup avec les labos qui respectent quand même des normes et tout ça. Oui. Et quand on dit labo, en fait, dans l'ancien temps, le labo était vu avec les activités régulières du labo. Et généralement, par exemple, quand on parle de qualification, c'est beaucoup plus la qualification biologique du sang. Ce sont des techniques de dépistage des maladies. Parce que quand on fait la qualification, on a, selon les contrées, des exigences, mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va exiger au moins des marqueurs. Donc, les 4 marqueurs que nous faisons ici, à savoir pour le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis, qui est une maladie sexuellement transmissible. Donc, le dépistage doit être fait selon les règles de la transfusion. Donc, ça veut dire que quand vous dites qu'ils respectent les normes, il y a des normes de labo pour les examens routiniers de diagnostic, mais les normes de la transfusion sont tout autres. D'accord, voilà. On verra tout ça. J'espère qu'on aura le temps de vraiment développer pour que nos téléspectateurs arrivent à avoir assez de réponses sur des questions qui se posent. Vu la thématique, docteur Fané, on va toujours essayer de votre côté. Quelle analyse il faudrait faire du don du sang, de la disponibilité du sang, de l'accès au sang? Aujourd'hui, on voit pas mal de discours, de spéculations, de discussions par rapport à ça. Mais il serait vraiment intéressant que les Maliens, en tout cas la majorité, arrivent à savoir, voilà, quelle analyse on peut dire. Alors, de façon générale, par rapport à cette disponibilité, parce que ça fait partie des missions du Centre national de transfusion sanguine, rendre le sang disponible, le sang sûr, disponible aux structures agréées qui en feront la demande. Donc, le sang est un élément biologique circulant chez tous les êtres humains. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de possibilité, avec les connaissances, de fabriquer du sang. Donc, il faut bien que ça vienne de quelqu'un. Donc, ça, c'est une particularité par rapport à cet élément-là. Et donc, il faut bien des donneurs, ceux qui vont donner le sang. On prélève chez eux, ils sont en bonne santé. Et ça veut dire qu'en prélevant le sang chez eux, ça ne va pas leur causer de tort. Et le sang doit être reçu par des gens, des patients qu'on appelle les receveurs, sans que ça leur pose un problème. Donc, pour cette disponibilité, il faut bien que des gens acceptent de donner du sang. Et donc, quand on donne du sang, ça ne nuit pas à notre santé parce qu'il y a des professionnels pour cela, pour voir est-ce que la personne est apte à donner du sang. Mais c'est toute une culture à faire. Et donc, donner du sang, on a ce problème au niveau par rapport aux besoins au niveau de notre continent, l'Afrique. Donner du sang bénévolement sans avoir en retour quelque chose. Et donc, cette disponibilité dans les données de l'Organisation mondiale de la santé, sur chaque 1000 habitants, si 10 personnes arrivaient à donner du sang, ça veut dire que le besoin sera couvert. Et donc, en Afrique, on a quand même cette particularité d'avoir une population plutôt jeune, mais donner du sang comme ça pour sauver des vies, on n'a pas encore cette culture. Donc, ça se répercute sur cette disponibilité que le CNTS doit pouvoir assurer parce que ça vient des donneurs. Deuxième chose par rapport à la disponibilité, c'est ce qu'on appelle l'utilisation rationnelle. On a remarqué qu'en Afrique, il y a moins de donneurs volontaires, mais on a remarqué que c'est le continent où il y a le besoin réel qui est là, mais qui aussi fait
entre guillemets, ce qu'on appelle le gaspillage. Ça veut dire que quand on transfuse, la transfusion doit être la dernière alternative. On transfuse que quand il n'y a pas d'autre alternative. Donc, ça va contribuer encore à la disponibilité du sang. Et troisième chose, c'est quelles sont les causes, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter des situations de transfusion. Ça veut dire qu'en amont, comment agir pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations forcément de transfusion. Par le passé, on trouvait que on était plus confronté à des problèmes transfusionnels avec les accidentés de la voie publique, les hémorragies obstétricales, avec le paludisme. Mais de nos jours, avec des maladies génétiques comme la drépanocytose, une hémoglobinopathie, les indications se multiplient. Les maladies cancéreuses qu'on pensait seulement être des attributs au niveau des pays occidentaux, aujourd'hui, qui nous rattrapent. Des interventions ardues pour lesquelles on ne pensait même pas en Afrique au jour d'aujourd'hui. Les chirurgiens peuvent s'atteler à des interventions lourdes avec les anesthésistes. Donc, on a des demandes croissantes de sang. Et donc, il faudrait bien que le don du sang puisse suivre. Et quand on donne le sang, c'est donner du sang pour, juste dans le cadre bénévole, sans quelque chose en retour. Le volontariat et le bénévolat. Et ce qui est important, en fait, quand on prend le sang, on a différents éléments cellulaires dedans, baignant dans un liquide qu'on appelle le plasma. Pour ce qui est des globules rouges, ce sont des éléments cellulaires. Leur durée de vie, ça fait 120 jours, 4 mois. Donc, donner du sang ou ne pas donner, ces globules rouges ne restent pas dans notre corps. C'est physiologiquement comme ça. Qu'on donne le sang ou pas, les globules rouges vont se détruire au bout de 4 mois. Alors, c'est important déjà que la population puisse comprendre cela et aider les médecins pour le bien-être des populations. D'accord. Juste une question avant de pouvoir aller chez Dr Doumbia. Est-ce que les Maliens, ils donnent du sang? Alors, les Maliens, on va dire... Alors, quand vous posez cette question, donner du sang, pour moi, c'est... Donner du sang dans quel sens? Alors ici, on donne plus le sang quand quelqu'un en a besoin. C'est ce que nous appelons le don de compensation. On appelait don familial, parental, mais ce n'est pas forcément de la famille. C'est quelqu'un qui peut venir, un voisin, un collègue, pour donner du sang parce que quelqu'un a besoin du sang. Alors quand on est dans cette réflexion, ça nous ramène en arrière parce que quand on parle des banques de sang, l'idée des banques de sang, ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale, avec les soldats en fait. Trouver du sang disponible, préparé en amont. Donc, ça veut dire que le sang doit être là, en stock. Donc, des réflexions ont été faites par rapport au sang qu'on va prélever, comment conditionner, comment pouvoir conserver pendant longtemps. Donc, toutes ces réflexions ont été faites. Mais ici, on a le don qui repose essentiellement sur ce qu'on appelle le don de compensation. Donc, en 2023... Ça veut dire que c'est toujours l'entourage voilà, qui de vient la personne qui en a besoin. Et justement, donc, on était à 22% en 2022, pour tous les donneurs, 24, une petite augmentation. Alors, quand les gens vont donner du sang, quelle est leur vraie motivation? Parmi ces 24% de dons volontaires, qui est-ce qui donne du sang vraiment dans un cadre de bénévolat désintéressé? Est-ce que les gens vont donner du sang pour avoir une certaine assurance? Parce que pendant un certain moment, on a fait croire que ça a donné du sang, avoir une carte pouvait donner une certaine priorité. Alors, donc, l'analyse du don de sang, est-ce que les Maliens donnent du sang volontairement ou de compensation? Et parmi les volontaires, quels sont les volontaires bénévoles? Ce sont des questions à se poser. Mais ce qui est important, c'est que quand on parle de sécurité transfusionnelle, la sécurité transfusionnelle, le premier maillon de la sécurité, c'est vraiment le don volontaire, désintéressé. Donc, que ce soit les donneurs de compensation, quelqu'un de l'alentour qui va venir donner du sang pour que sa connaissance puisse bénéficier, il y a ce qu'on appelle la sélection médicale, des interrogatoires qui sont faits. La personne ne va pas répondre sincèrement à des questions parce qu'elle tient à donner du sang pour que quelqu'un puisse avoir du sang en remplacement. Et quand on a ce grand groupe de donneurs volontaires, mais qui n'est pas volontaire, bénévole, avec une idée c'est pas désintéressé, il y a toujours ce biais et ça va impacter sur la sécurité parce que je vous parle de qualification, on a des méthodes de dépistage des différents marqueurs, mais ces méthodes sont plus ce qu'on appelle dans notre jargon en sérologie, ça veut dire qu'on va rechercher les anticorps. Il y a un temps où la personne a été infectée, mais pour que l'examen, le test soit
positif, il faut un certain temps. Donc, le premier maillon va rester ce don désintéressé pour que la personne puisse répondre sincèrement, parce que pendant la sélection, quand on passe à côté, on peut ne pas avoir les résultats positifs. Voilà. D'accord. Donc, vous voulez dire en conclusion que les Maliens ils donnent du sang, mais de manière souvent insuffisante. Par les chiffres, déjà, on voit que c'est assez limité. Pour rester toujours dans notre thème, voilà, on parle de santé maternelle. On allait un petit peu regarder tout ça, aller fouiller, comprendre, chers téléspectateurs, vous le savez très bien, que la santé maternelle est vraiment un sujet qui revient très souvent sur le plateau de Mandi TV. Dans ce thème de santé maternelle, on veut savoir la corrélation qu'il peut y avoir entre la santé maternelle et le sang, la disponibilité du sang. Mais avant cela, j'aimerais bien voir avec monsieur docteur Doumbia, pardon, j'ai affaire à des docteurs, il va falloir que je puisse intégrer ça bien. Aujourd'hui, la santé maternelle, quelle analyse faites-vous de la santé de la reproduction, en gros? Alors, la santé de la reproduction est un paquet. C'est un paquet qui d'abord commence à préparer la jeune fille à être mère de demain. Et dans ça, il y a les différentes étapes. Un des maillons les plus importants, c'est lorsque la femme commence à rentrer dans le cycle de la reproduction. C'est-à-dire, elle est capable de tomber enceinte, de procréer. Et dans ça, l'autre aspect très important, c'est surtout un moment très important de sa vie, c'est la grossesse. Donc, pendant cette grossesse, c'est là où on a cette tragédie du décès maternel. Donc, la femme doit être préparée d'abord à concevoir, à savoir quelles sont les complications, les risques auxquels elle court. Et nos structures de santé doivent être adaptées, être prêtes, y compris le personnel. Donc, par rapport à cette thématique de santé maternelle, non seulement il doit y avoir une organisation au niveau gouvernemental, les textes institutionnels, on doit être prêt au niveau dans les structures de santé et la population doit avoir un niveau c'est-à-dire de compréhension par rapport à ça. D'accord. Docteur Doumbia, je vous laisse la parole, mais je ne voulais pas la couper, mais j'aimerais simplement que ces recommandations, parce que je vois que vous allez vraiment dans des pistes de recommandations. Aujourd'hui, la santé maternelle au Mali, question simple, elle est réellement prise en compte ou pas? Elle est prise en compte. Elle est prise en compte, même si il y a des insuffisances, elle est prise en compte. On parle beaucoup de décès maternels. Le taux n'est pas négligeable. On a quoi comme chiffre aujourd'hui par rapport au décès maternel? Alors, selon la dernière enquête démographique sanitaire au Mali, le ratio du décès maternel, c'est 325 pour 100 000 naissances vivantes. Ça veut dire quoi en termes clairs? Pour chaque 100 000 accouchements, il y a 325 femmes qui meurent. C'est une tragédie. Parce que le Mali s'inscrit dans les ODD, les objectifs du développement durable, dont les rendez-vous 2030, où il faut aller à 70 décès par 100 000 naissances vivantes. Le Mali est à 325. Donc, nous sommes tous interpellés. Et parmi les causes de ces décès maternels, l'hémorragie occupe la première place. L'hémorragie est la cause, c'est-à-dire la cause principale de ce décès maternel. L'hémorragie, c'est quoi? La femme accouche ou elle est en cours de grossesse, elle saigne. Il vient de dire, le sang rien ne peut remplacer le sang. Et à l'état actuel des connaissances, on ne peut pas fabriquer le sang. Donc on doit avoir une bonne politique d'utilisation de ces produits sanguins en rationalisant
ce qu'on a par rapport à des indications, par rapport à une bonne organisation. Il a dit 24% des dons de sang, c'est P. Donc le P qu'on a, nous en tant que prestataires de santé, on doit l'utiliser à bon escient pour pouvoir satisfaire, c'est-à-dire les extrêmes urgences et les prendre en charge. Et cela passera par une bonne organisation et une bonne coordination. D'accord. Alors, on va, pour être vraiment dans le thème et vraiment aller, parce que le temps, c'est le temps qu'il va falloir gérer ici, mais il va falloir aussi donner une certaine compréhension à nos téléspectateurs. On sait que dans la problématique, si on peut appeler ainsi, du décès maternel, parce qu'aujourd'hui, le décès maternel au Mali, c'est un gros problème. Et vous venez de le dire, que l'une des causes du décès maternel, entre plusieurs, hein, c'est pas vraiment la cause la plus catastrophique, mais c'est la cause où il y a un taux énorme, parce qu'il se trouve que la femme, là où elle fait appel vraiment à cette santé de la reproduction, c'est au moment où elle s'apprête à concevoir, à donner de la vie, ou même quand elle est enceinte. Et ce décès, on l'a dit ici en introduction, c'est dû souvent à des hémorragies graves. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous, au niveau des hôpitaux, vous avez à disposition assez de sang quand il le faut? Alors, nous, on veut toujours avoir plus de quantité de sang. Mais nous avons, il l'a dit, dans tous les centres de santé de référence à Bamako aujourd'hui, il y a une mini-banque de sang. Et cette banque de sang est approvisionnée par le niveau national. Quand je prends dans la structure dans laquelle je suis, nous sommes approvisionnés 3 fois dans la semaine. Et nous utilisons ces produits sanguins en cas de besoin, en cas d'extrême urgence. Nous avons l'hémorragie occupe toujours la première place. Il y a d'autres pathologies qui viennent. Mais chaque fois que les besoins se posent, nous utilisons, c'est-à-dire un circuit bien approprié pour avoir des sang. C'est vrai que souvent il y a des dysfonctionnements, souvent qui sont créés par nous-mêmes. Par nous-mêmes, il faut le dire. Sinon, nous avons une mini-banque de sang qui est approvisionnée de façon constante, 3 fois dans la semaine. Et en cas de besoin, nous faisons recours à ces produits sanguins. Quand on dit très souvent, hein, ça c'est pas Fadima qui l'invente, c'est pas Mandé TV qui l'invente, on le voit par-ci, par-là, on dit que souvent les dames meurent parce qu'il y a manque de sang, le sang n'est pas disponible, il y a un vrai problème de sang. Je veux voir avec vous, docteur Fané, aujourd'hui, quelle est la problématique vraiment de la disponibilité du sang et l'accessibilité même du sang et des dérivés du sang? Alors déjà, quand vous parlez de dérivés comme ça, je vais juste répondre à ce point pour continuer. Quand on dit les produits sanguins, on a les produits sanguins labiles et puis les produits sanguins qui sont comme des médicaments. Donc on a des dérivés. Très souvent, quand on parle de dérivés sanguins, ça fait plus allusion à des médicaments qui sont fabriqués à partir du sang. Donc ça, c'est vraiment des films pharmaceutiques. Mais ce qu'on appelle les produits sanguins labiles, ça veut dire qu'il faut des conditions de conservation. Donc cette disponibilité, en termes de politique, comme le dit le docteur Doumbia, je vous ai parlé de l'histoire des banques de sang. Alors, c'est dans quand on dit hémorragie, souvent dans les colonnes, on va parler d'hémorragie, on va parler d'anémie. Une femme qui va nécessiter un suivi régulier pour connaître d'abord est-ce que cette femme a un problème d'anémie avant son accouchement. Et au moment de l'accouchement, on peut avoir des complications hémorragiques. Donc déjà un terrain qui serait délétère et puis qui arrive à l'état anémique au moment de l'accouchement qui va avoir une complication. Là, c'est pas le DGA du CNTS qui parle, ça c'est l'hémato. Donc ça veut dire déjà l'utilisation qu'on va faire du sang, le maximum de poches de sang dont on aura besoin. Surtout quand on parle d'hémorragie, c'est pas seulement utiliser ce qu'on appelle classiquement, quand je vous ai parlé des 4 éléments, des 3 éléments cellulaires et puis le surnageant qu'on appelle le plasma. Donc dans ça, on a les globules rouges qui servent à transporter le sang,
les plaquettes qui sont des éléments cellulaires qui vont arrêter les premiers saignements quand il y a une brèche, les globules blancs qui sont comme les défenseurs de l'organisme, et puis dans ce liquide-là, on a ce qu'on appelle les facteurs de coagulation. Quand il y a saignement, c'est ce qui vont arrêter le saignement. Donc quand on a besoin de sang, chaque composant a sa place. Au jour d'aujourd'hui, normalement, on n'a pas besoin de prélever du sang total comme on le fait et puis transfuser. On ne doit transfuser que le composant dont le patient a besoin. Donc ça veut dire que cette femme qui va arriver. Maintenant, quand on vous dit que dans la population, on est à plus de 70% pour ceux qui concernent les données du CNTS de dons de compensation, ça veut dire que devant l'urgence, amener une femme, trouver des gens qui seront là pour donner du sang, comment préparer ce sang comme ça se doit et mettre à disposition. Donc quand on n'a pas le développement des banques de sang en tant que tel, il ne s'agit pas devant une urgence de trouver quelqu'un, de prélever et de transfuser. Donc ce problème de disponibilité, c'est développer les banques de sang. Ce que dit Dr Doumbia, en fait, par le passé, pour ce qui concerne Bamako et Kati, le CNTS était appelé banque de sang. Donc quand il y avait besoin de sang, on courait à 15 ans beaucoup pour aller chercher du sang au nom de telle personne. C'était le seul dépôt. Donc l'idée d'avoir des banques de sang au sein des établissements de soins, c'était dans les années 2000, en 2006-2008. Donc on a appelé mini-banque de sang. Et dans cette appellation mini-banque de sang, c'était comme des dépôts. Une banque de sang hospitalière a des prérogatives pour pouvoir accompagner les utilisateurs, mais ce n'est pas seulement un dépôt. Une banque de sang doit être gérée pour que on ne se retrouve pas, ce que vous avez dit, ce que vous entendez en ville, à ne pas avoir du sang, à être en rupture de sang. Ça veut dire que est-ce qu'on est en train de bien gérer un stock? Quand je ne viens pas de démarrer, que j'ai une idée de ma consommation de semaine en semaine, de mois en mois, de trimestre en trimestre, d'année en année, je sais quel est mon besoin en moyenne. Donc chaque fois que je peux être amené à avoir, je dois faire une gestion avec un stock qu'on appelle, on a un stock minimal, mais si je dois être en rupture pour prendre une ambulance, aller chercher du sang, ça veut dire que j'ai un problème de gestion. Et cette gestion est locale, en coordination avec le CNTS. Donc, on veut qu'il y ait du sang, même pour la promotion du don du sang. Pour ce qui est de globules rouges, quand on prélève quelqu'un, ce sang, on ne peut pas le garder au-delà de 1 mois, selon le conservateur. Donc, si on doit faire une promotion du don de sang, que les gens aillent pour cet élan de solidarité, aller donner massivement du sang, le sang rouge qu'on ne peut pas garder au-delà de 1 mois, ça va être détruit parce que ce n'est pas utilisable. Et quelqu'un qui aurait donné du sang avec la loi, désormais il y a une loi régissant la transfusion depuis mai 2022, donc il y a une réglementation. Un homme va observer un certain temps pour pouvoir redonner du sang, une femme aussi. Donc pour déjà avoir la disponibilité, ça part du calcul de la consommation moyenne pour la gestion du stock. Et ça, il faut une coordination parfaite au niveau des structures utilisatrices. Donc la gestion des banques de sang qu'on a appelées par le passé mini-banques de sang. Je suis en rupture aujourd'hui, je suis en rupture dans la semaine. Ce n'est pas le CNTS qui va pouvoir faire ce calcul-là. Ce sont les banques de sang en termes de gestion à travers normalement un comité transfusionnel. Le comité est exigé dans toutes les structures qui utilisent le sang, qui font la transfusion. Donc ce n'est pas seulement avoir quelqu'un qui va gérer un dépôt, il y a une rupture, qu'est-ce que j'ai fait pour éviter la rupture? Non, ça va au-delà. C'est toute une responsabilité engagée au sein des établissements. Et il faut la parfaite coordination, la cohésion entre les différents acteurs. Sinon, on a un décès, on pense que c'était lié au problème de sang. On n'a pas compris comment éviter d'autres décès qui vont se pointer, c'est ça la question. On a compris tout de suite qu'il y a vraiment une gestion du sang à faire au niveau du centre de transfusion et si je comprends bien au niveau aussi des centres hospitaliers. Docteur Doumbia, comment faites
vous, par exemple, la gestion chez vous, en exemple, hein, pas pour les autres centres, comment ça s'organise tout ça? S'il y a une femme qui est en phase d'hémorragie et tout, quel est le processus? Alors, chez nous, ça se passe comment? Quand la femme accouche, par exemple, juste un exemple, c'est l'accouchement, et qu'elle fasse une hémorragie du postpartum, elle a saigné. Donc, sa prise en charge nécessite une transfusion sanguine. Nous faisons ce qu'on appelle communément un bon de sang, on établit. Nous avons une banque de sang au niveau local qui est approvisionnée 3 fois dans la semaine. Donc, il y a un stock de produits sanguins labiles qui est là. Donc, nous envoyons ces bons. On doit être délivré. Ce bon, il est envoyé où? Il est envoyé au niveau local. Déjà à votre niveau? À notre niveau. D'accord. Il y a la banque de sang là-bas. Donc, on récupère le sang et on fait la transfusion. Ça, c'est de façon pratique. Bon, c'est vrai que c'est pas toutes les fois que ça fonctionne parce que souvent, il l'a dit, quand on fait une mauvaise estimation, souvent, tu vas trouver il y a rupture de stock, il y a manque de tel groupe ou tel groupe, il y a pénurie. Donc souvent, ce qui fait qu'on arrive, l'objectif c'est de ne pas arriver au niveau du centre national, mais quelquefois on les sollicite, surtout la maternité de façon pratiquement permanente, on les sollicite. Et là c'est pas normal parce que s'il y a une bonne estimation, il vient de dire, il y a un bon, on sait pendant un an, quelle est la quantité de produits sanguins qu'on utilise, à partir de là, on peut faire une bonne estimation. Mais ce n'est pas toujours le cas dans nos structures, malheureusement. Et vous pensez que ça impacte carrément la santé maternelle? Ça impacte. Positivement ou négativement? Négativement. Vous avez déjà répondu à cette question quand même cruciale. J'espère que au niveau des recommandations, on va vraiment éclaircir tout ça parce que c'est un sujet vraiment d'intérêt national et qui touche tout Malien, peu importe la classe sociale du Malien. Docteur Fané, le circuit du sang, on peut comprendre qu'est-ce que c'est que le circuit du sang. Pour nos téléspectateurs surtout, peut-être qu'il est crucial aujourd'hui pour chaque citoyen de comprendre qu'est-ce que c'est que le circuit du sang, comment ça se passe, où est-ce que je dois me positionner par rapport à ce circuit. Alors, par rapport à ce circuit du sang, en fait, quand on prend la chaîne transfusionnelle, on a d'abord une partie qui relève du centre de production, comme le CNTS, de la sélection médicale, la promotion du don, le prélèvement, la préparation, la qualification, la distribution. Après, on a un autre versant qu'on appelle le processus clinique de la chaîne transfusionnelle. Et ce processus clinique se passe au sein des établissements de soins. Donc, un médecin qui va, après avoir examiné un patient, va poser une indication de transfusion, va faire une demande de sang. Cette demande de sang, en fait, selon les procédures, est-ce que je fais une demande de sang et puis j'ai des examens immunohématologiques avant le sang, détermination du groupe sanguin et tout, je vais formuler sur un support. Ce support doit avoir des informations. Il y a des exigences par rapport aux normes, par rapport à ces informations, parce que c'est le support qui va communiquer entre le prescripteur, l'utilisateur du sang, et puis celui qui va mettre... Le prescripteur, pour un exemple assez terre à terre pour nos téléspectateurs, en cas de santé maternelle, un gynécologue. Un gynécologue. Voilà. Ça peut être un gynécologue, ça peut être un anesthésiste. Okay. Parce que, en fait, souvent, selon les références, une dame va venir et peut être admise directement au bloc. Donc, les transfusions au bloc, ça va se passer avec l'anesthésiste. Donc, demander du sang comme ça et comment avoir le sang disponible. Quand on parle des cas de référence, puisque vous avez parlé des hôpitaux, des centres de référence, on va plus parler de ce qu'on est en train de développer ici à Bamako pour pouvoir l'étendre après, parce que le Mali ne s'arrête pas à Bamako. On a une référence pour, par exemple, une dame avec une menace de rupture utérine. Donc la dame arrive, après il y a une rupture. Donc déjà, quand on fait cette référence, ça veut dire que
ce ne sont pas seulement les anesthésistes et puis les gynécos qui vont agir, mais quand on vous dit menace de rupture utérine, on peut avoir besoin du sang. On peut s'attendre à une hémorragie. Donc ça veut dire quelles sont les dispositions prises déjà au niveau de la banque de sang. Quand on est dans la bonne régulation, les dispositions à prendre en amont avant que cette femme soit admise, si on a les informations, on doit savoir quel est son groupe et est-ce que notre banque de sang dispose de ça. Dr Doumbia a parlé de cette coordination et puis de cette estimation. Dans un passé, les banques de sang locales avaient certains groupes et certains, quand on classifie, quand on classe les groupes sanguins, surtout dans le système ABO avec le système RHD, on a le groupe O, le groupe A, le groupe B, le groupe AB. Et quand on est dans le positif, négatif qu'il faut composer, on va se retrouver avec 8 groupes. Donc dans la population malienne, on a le O+, qui va venir en tête, le B, le A qui peut se contrebalancer sinon le B qui vient. On a des groupes qui sont rares. Donc déjà trouver ça chez les donneurs, c'est plus rare. Mettre à disposition et si jamais ce n'est pas utilisé, ça va périmer dans ces banques de sang. Donc c'est avec l'utilisation de cette estimation qu'on peut savoir est-ce que ces gens cette utilisation sera faite dans le délai. Donc, maintenant, c'est avec une démonstration qu'on peut faire ces estimations. On a eu affaire à combien de RH négatifs pour dire il faut déjà en avoir, pas toujours courir dans le bif. Donc, dans ce circuit du sang, demander est-ce que c'est une transfusion programmée ou bien c'est une transfusion d'urgence. Les structures de référence par excellence sont plus en face des urgences en fait. Parce que les dames viennent déjà référer. Donc ça veut dire que quand on fait une gestion, la bonne gestion n'a rien à voir avec les interventions programmées. La bonne gestion c'est par rapport aux urgences. Je suis amené à transfuser comment dans les situations d'urgence. Celui qui va formuler la demande. Cette demande est formulée. Et puis, quel est le circuit de cette demande? Qui doit acheminer? Par exemple, dans le formulaire, quand on demande le sang, on doit pouvoir dire quel est le délai que le prescripteur souhaite, le médecin qui demande le sang souhaite pour la disponibilité du sang. Est-ce que c'est une transfusion programmée? Est-ce que c'est une urgence relative 2 à 3 heures? Est-ce que c'est une urgence vitale de moins de 30 minutes? Donc déjà, quand on est dans cette posture, ce n'est pas la famille qui va aller chercher le sang. L'acheminement de la demande, ça fait partie du circuit. Et une fois que le sang est disponible, qui doit amener le sang au chevet de la patiente? Alors, le recours à la famille, comme je vous ai dit à l'entame de mes propos, que les gens n'ont pas cette culture de don volontaire régulier. Très souvent, quand on demande aux Maliens, à cet âge, vous n'avez jamais fait de don de sang, en fait, avec la loi, on peut donner le sang à partir de 18 ans jusqu'à 60 ans et déjà à partir de 55 kilos. Mais les gens qui, à la quarantaine, n'ont jamais fait de don de sang, quand vous leur posez la question, pourquoi est-ce que vous n'avez jamais donné de sang, on va répondre, l'occasion ne s'est jamais présentée. C'est le refrain. L'occasion ne s'est jamais présentée comme si on était interdit de faire un don de sang sans qu'il y ait une demande qui suit. Pourtant, il n'y a pas de jour qui se passe sans qu'un médecin puisse avoir recours au sang pour sauver une vie. Que ce soit pour la santé de la reproduction ou autre chose, il n'y a pas de jour sans qu'on ait recours au sang. Maintenant, le temps d'acheminement, le temps de récupération et de venir commencer la transfusion, tout ça c'est important dans le circuit. Maintenant, quand un médecin doit poser l'indication, la famille ne doit pas se retrouver ameutée parce que la femme doit avoir du sang et c'est cette famille qui doit chercher du sang. Donc souvent, ce qui est déplorable quand même, quand on voit des gens dire des cris de SOS pour dire on est en attente de sang, ces gens n'ont pas à aller chercher du sang. Même s'ils sont agents de santé, ils ne sont pas des médecins traitants. Ça doit se passer en professionnalisme entre les demandeurs et puis la banque de sang qui va mettre à disposition, pas d'autre intervention. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, quand vous parlez du circuit du sang, on se retrouve avec des affiches sur les réseaux sociaux, surtout à travers des influenceurs
avec un numéro qu'il faut contacter pour avoir du sang de tel groupe. Exactement, j'allais vous le dire, parce que ce que vous dites par rapport au circuit du sang et ce qui est fait, c'est carrément autre chose. On va développer cet aspect-là. Je veux venir vous voir, docteur Doumbia. Vous avez dit de manière claire qu'il y a un petit problème de gestion du sang au niveau de certains centres. Certains, pour ne pas dire tous. Qui doit gérer le sang, par exemple, à votre niveau? Comment ça se passe? Alors, pour nos téléspectateurs qui doivent voilà, avoir un peu plus d'informations là-dessus. On s'adresse, c'est le gynécologue qui prescrit, n'est-ce pas? Ou qui prend des dispositions avant l'accouchement, avant les interventions. Et comment se fait-il que souvent on a la fiche de prescription ou quoi qui se balade un petit peu avec la famille? Alors, je vais prendre l'exemple pratique. Quand il s'agit d'une urgence, l'indication de la transfusion est posée, il l'a dit, soit par les gynécos de garde, le médecin de garde ou l'anesthésiste. La fiche de demande des produits sanguins ne doit jamais se retrouver dans les mains de la famille. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas du tout normal. Nous sommes dans une structure hospitalière. Nous avons une banque de sang disponible. Il y a une coordination entre collègues. Normalement, les choses doivent se passer comme ça. Mais souvent, la réalité du terrain, c'est autre chose. Souvent, on établit, on remet à la famille ce qui n'est pas normal. Maintenant, la famille par urgence. Non, quelle que soit l'urgence, nous avons une banque de sang disponible. L'agent de santé peut se déplacer. Dans la même structure, nous avons les banques de sang sont localisées dans les laboratoires au niveau de la structure. Ils ont un stock de sang disponible. Donc, quand on a besoin d'un groupe sanguin, l'agent de santé doit se déplacer pour aller donner la demande de sang. En fonction de la disponibilité, le sang est délivré et la transfusion est faite. Normalement, ça se passe comme ça. Et c'est ce que nous faisons. Mais quelquefois, la réalité du terrain, on se rend compte que la fiche, souvent, on le donne. Et ce n'est pas du tout normal. C'est là où, quand il entend le spécialiste, quand il entend le docteur Fané parler, l'une de leurs missions, c'est de sensibiliser et la population et même les agents de santé de lutter contre ces dysfonctionnements. Ça ne sert à rien. Ça ne profite pas ni aux malades ni aux prestataires que nous sommes. Donc, la banque de sang existe. Nous devrons, nous-mêmes, agents de santé, aller récupérer les produits sanguins en vue d'une transfusion. C'est ce qui est normal. Tout ce qui sort de ça, c'est un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement a un impact négatif sur la malade. Sa sécurité n'est pas du tout assurée. Moi, je me rappelle, tous les jours, on m'appelle, moi-même, mes internes qui se déplacent pour aller à la banque de sang, on me dit non, on les a fait retourner parce que tout simplement, quand on leur délivre des produits sanguins, les conditions d'assainissement ne sont pas. Ils viennent les mains vides. C'est pas normal. On retourne les infirmiers parce qu'ils n'ont pas le support. Ou les internes, ils n'ont pas les supports parce que quand les produits sanguins sortent, il va peut-être revenir sur ça. Il y a un conditionnement qu'il faut assurer du Centre national de transfusion sanguine jusqu'au lit du malade. Souvent, nous-mêmes, agents de santé, nous ignorons ces conditions-là. Ça, c'est un réel problème aussi. Donc, d'où un cri de cœur que chacun s'intéresse à cette question de transfusion sanguine et de la sécurité transfusionnelle. Vous pensez que les calculs sont biaisés quand on dit souvent que... Parce qu'il y a trop de confusion. On dit une femme est décédée par manque de sang, parce que quand on parle d'hémorragie, c'est lié au sang, elle a fait une forte hémorragie, elle n'a pas reçu le sang à temps, et c'est ce qui fait des fois la famille un peu affolée, le mari affolé surtout.
il va chercher le sang avec la famille. Il y a ces cas, et il y a des cas aussi qui nous reviennent et que moi-même personnellement, je l'ai vécu, où un parent devait être opéré bien avant. On fait savoir à la famille que oui, il va être opéré dans 2 semaines. Donc, au niveau de la famille, organisez-vous pour avoir des donneurs. Donc, on a cherché au sein de la famille pour avoir ceux qui avaient, par exemple, le O+. Est-ce que c'est normal? C'est une désorganisation. Alors, je vais répondre à ça. En fait, dans le don de sang, dans l'éthique du don de sang, il y a l'anonymat qui doit être respecté. Donc, quand on n'arrive pas à développer les banques de sang pour trouver la disponibilité du sang qu'il faut en urgence, on sera appelé à faire ce qu'on appelle le don dirigé, qui est interdit. Le don dirigé, c'est quoi? Celui qui va recevoir le sang sait que c'est le sang de telle personne qu'on a dû me mettre pour que je sois sauvé. Donc, je vais lui devoir la vie. Dans l'éthique du don de sang, c'est interdit. Donc, quand je parlais du circuit du sang, le recours à la famille, comme je vous disais, c'est parce que les gens n'ont pas cette culture de faire le don volontaire bénévole. Donc, ils vont donner. On a recours à la famille pour faire ce qu'on appelle le don de remplacement, entre guillemets, le don de compensation. Ce n'est pas cette personne qui va donner le sang, ce sang qui sera utilisé pour le patient. Non. Donc, quand ce n'est pas bien expliqué à la famille, on pense que ce patient est O+, et que nous, au sein de la famille, on doit chercher de O+. Non. On doit amener des donneurs. Donc, c'est pour renflouer le stock que la banque de sang a. Ça veut dire que, pour dire aussi simplement, le sang qui va sortir, c'est histoire de remettre un stock. Exactement. Et donc, puisqu'il y avait déjà ce problème, en fait, depuis qu'on avait parlé au niveau de l'OMS de l'accès universel au sang, on a vu que les autres ont fait du chemin, mais l'Afrique est restée à la traîne. Donc, on est revenu encore avec des recommandations par rapport à ces pays. Et le fait que les gens donnent du sang du don de sang de compensation, on ne peut pas l'interdire maintenant, mais il s'agissait de transformer ces donneurs de compensation en donneurs volontaires réguliers. Parce que les différents éléments dont je vous ai parlé, en dehors des globules rouges, ne peuvent être produits qu'à partir de ce qu'on appelle les donneurs réguliers. Et dans la régularité, dans notre terminologie de transfusion, quelqu'un qui donne du sang chaque année ou bien chaque 2 ans n'est pas régulier pour nous. On l'appelle nouveau donneur. Parce que cette régularité fait allusion à ce qu'on appelle une période d'observation qu'on appelle la phénotype sérologique. Si je reviens au bout de 4 mois que je n'ai pas de marqueur positif aujourd'hui, ça veut dire que ce que j'avais donné il y a 4 mois, on peut l'utiliser. Donc, on ne doit même pas utiliser tout de suite le produit qu'on a donné. Donc, le recours à la famille, c'est uniquement pour ça. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire, excusez-moi du terme, mais on a utilisé des terminologies de fourre-tout. Donc, dès que on parle de transfusion, qu'on ait remis la demande ou pas, la famille va commencer d'abord à chercher la solution d'elle-même, va contacter des connaissances qui sont dans le domaine médical. Le patient ou la patiente doit être transfusé. Est-ce que tu peux nous aider? Pourtant, je suis dans un établissement qui a une banque de sang. Ou bien on va demander, on a trouvé qu'il y avait des problèmes d'accessibilité. Des gens sont allés donner du sang pour avoir des cartes de donneurs et malheureusement, on a pensé qu'il fallait accorder une priorité à cela. Est-ce que on a une loi qui peut nous protéger pour dire cette personne doit avoir du sang parce que elle-même elle a l'habitude de donner du sang, soit elle va recevoir du sang ou bien son parent? Qu'est-ce qui va nous autoriser à refuser à donner du sang pour quelqu'un qui va mourir, mais parce qu'il n'est pas donneur de sang ou il n'est pas parent de donneur? Non. On n'a pas ce droit-là. Donc, cette difficulté, il fallait comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait cette difficulté. Parce qu'on ne donne pas suffisamment de sang. Par exemple, quand je vous parle des 8 groupes, AB-, on peut faire combien de temps sans avoir un donneur AB-? Donc, quelqu'un qui a besoin de sang, qui a l'habitude de donner du sang. Monsieur, par exemple, qui est à 40 dons, donc 4 dons par an. Il est à 10 ans de dons. Sa femme est AB- qui a besoin en urgence de sang. Est-ce que on peut trouver du AB-?
plus il y a des donneurs, plus on a la possibilité de trouver ces groupes rares. C'est comme si, je prends l'exemple, on dit d'ici ce studio au coin de la rue, j'ai besoin de voir une tenue noire, une chemise noire. Je descends, je vais croiser combien de personnes qui portent du noir. J'ai besoin de voir du blanc. Je vais trouver combien de personnes qui vont porter du blanc. Mais quand je vais dire, j'ai besoin du mauve, quand je vous parlais du système ABO puis RH, le AB est moins fréquent que les trois autres, le moins est moins fréquent que le plus. Le mauve qui fait composition violet et puis rose, comment je vais trouver ça? Ça deviendra plus difficile. Plus difficile. Donc, quand les gens ont été butés à cette difficulté, les gens n'ont pas compris. Est-ce que le CNTS avait à sa disposition du sang qu'il refusait de donner? On a dit non. On voulait se mettre à l'abri de cette difficulté comme une assurance. On veut donner du sang pour que le jour où j'ai besoin de sang, ou quelqu'un de ma famille, que j'ai des facilités à trouver le sang. Pour parler de facilité, c'était quoi la difficulté? Donc, le recours à la famille, c'est ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit remettre? On est souvent buté à un problème avec les agents de santé. C'est-à-dire que quelqu'un est de la santé, malgré toute notre organisation, il a une connaissance qui va arriver, cette personne va se proposer pour aller chercher du sang. Non, dans notre organisation, on ne doit pas le faire, l'accepter. Parce que quand on a un établissement, on a une banque de sang, que ça soit disponible tout de suite, ou bien que ça soit la banque de sang locale qui coordonne avec le CNTS, le produit qu'on va transfuser, on doit pouvoir garantir la qualité. Mais quand c'est la famille qui va chercher, comme ce que vous avez dit, à travers les réseaux, avoir cette poche, pourtant la famille ne peut pas transfuser d'elle-même. Elle va remettre aux soignants locaux qui vont transfuser. Pendant la transfusion, il y a un problème, ou juste après, et on va se dédouaner pour dire on n'est pas responsable, c'est la famille qui a mené. Donc dans cette organisation, on y gagne tous par rapport à la sécurité, parce qu'on ne peut pas parler de transfusion sans cette sécurité transfusionnelle. Et cette sécurité transfusionnelle est définie par la disponibilité, mais du sang de qualité. Voilà. D'accord, merci beaucoup, docteur Fané. Une question, je suis sûr que les téléspectateurs se la posent chez eux. Le sang est-il gratuit? Alors, quand je parlais des particularités que je numérotais, cette particularité est notable. Le Mali est l'un des rares pays à serrer les poches gratuitement. Quand on parle souvent quand les gens parlent de vente dans les petites classes, comment est-ce qu'on nous a défini la vente? Il y a le prix d'achat, il y a le bénéfice. Ça veut dire qu'il y a un surcoût qui est recherché par rapport à ce qu'on met. Chaque fois que les gens ont parlé d'achat, j'ai acheté un achat, celui qui est en train de prendre de l'argent avec toi, il a quelle idée du prix de confection? Donc, il y a certains pays qui ont une question de recouvrement de coûts. Donc, quand je vous dis que le Mali ne s'arrête pas à Bamako, il peut arriver sans l'accompagnement des partenaires que dans certaines localités, on facture pour garantir la disponibilité pérenne, la poche ou bien les réactifs pour tester, mais ce n'est pas une vente. Alors, la gratuité qui est prônée par le Mali, la gratuité en elle-même n'existe pas en fait. Il y a toujours, le coût est supporté par quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui est prévu par l'Organisation mondiale de la santé? Soit l'État prend en charge tout, ça veut dire qu'il y a des budgets conséquents. Mais ici, la gratuité, quand on parle du patient, on parle de la famille du patient. Qui ne paye pas. Qui paye ou qui ne paye pas. Voilà, le sang, il est gratuit. On l'a vu dans certains pays, pas plus loin que les pays qui nous entourent, où il y avait des trafics du sang. Voilà, tu arrives pour pouvoir avoir accès, avoir le sang disponible, il fallait un peu, voilà. Payer à quel niveau? Parce qu'en fait, dans ce trafic que vous signalez, des gens se sont retrouvés, parce que c'était florissant, tout ce qui est rare et cher. Donc, c'est comme si on fait, avec tous les efforts, on veut rendre ce sang inaccessible. Maintenant, la personne qui va débourser, tu es dans une structure. Toutes les prestations que tu as eu à faire, tu as des reçus, avec la quittance du trésor. Mais quand tu dis, j'ai dû payer 20 000 pour avoir une poche, pourquoi 20 000? Pourquoi pas 10 000? Pourquoi pas 25 000?
comment est-ce que vous avez pu marchander? Donc là, ça veut dire que tu es complice de quelque chose, sinon le sang est rare. Maintenant, ce que j'ai évoqué, les coups de poche ou bien le réactif, quand c'est pas disponible au niveau de ces structures à l'intérieur, il y a toujours une quittance, mais c'est pas la vente de sang. Donc le sang, les produits sont gratuits ici au Mali. Mais ce que j'étais en train de développer, c'est que il y a toujours le coût est supporté quelque part. Soit l'État avec un budget conséquent au niveau du CNTS, soit des partenaires techniques et financiers vont accompagner parce que c'est très lourd. L'État malien fait de son mieux par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de demandes au-delà de la santé qui sont là. Donc, il faut un accompagnement des partenaires. Sinon, ailleurs, ça peut être prévu dans les assurances maladie, alors que ce n'est pas le cas au Mali. Donc, on a cette problématique encore. Maintenant, souvent, des gens vont parler de difficultés d'avoir le sang, puisqu'on demande on fait recours à la famille pour ce don de remplacement. Mais je vous ai dit, normalement, on n'est pas dans un décompte pour dire j'ai besoin de 2 poches, il me faut amener 2 donneurs ou bien 4 donneurs. Les gens ne sont pas touchés par rapport à cette promotion du don. Donc, très souvent, on demande à ce qu'ils viennent pour faire passer ce message. Et quand ils récupèrent leurs résultats, c'est de les transformer en donneurs désormais réguliers, volontaires. Donc, quand on demande à ce que les gens viennent avec des donneurs, souvent, cette question d'argent va survenir encore. Les gens ne sont pas prêts à amener des donneurs. Et ils sont prêts à payer des donneurs, mais pas venant des alentours. Donc, la question d'argent va venir encore quand je parlais d'éthique du don. L'anonymat doit être requis. Et puis, le don, pas de don rémunéré. Parce que quand le don est rémunéré, en fait, ça va encore impacter sur la sécurité. Mais ça, cette histoire d'argent, de rémunéré et tout ça, c'est hors du centre. À partir de la limite du centre de transfusion sanguine, il n'y a pas d'argent à donner. Donc la question, la réponse est assez claire ici. Donc, juste une nuance. Oui. Quand on va au jour d'aujourd'hui au niveau du Centre national de transfusion, quand on a besoin du sang de façon nominative, on demande à avoir un échantillon du patient. Ça veut dire que le groupe, on a été confronté à beaucoup de problèmes qu'on appelle discordance, c'est-à-dire que le médecin a pu se tromper en mettant un groupe, donc il faut vérifier le groupe du patient. Il faut, pas parce que le patient est juste O qui peut recevoir du O, ce patient doit recevoir du O qui lui va. Donc on va faire une analyse qu'on appelle le test de compatibilité. Ça, c'est payé. Et souvent, les gens ne comprennent pas cela. Quand ils payent, ils disent on a acheté du sang, pourtant on nous a dit que le sang est gratuit. Donc ce qu'on paye, c'est une analyse et non une poche de sang. Pour pouvoir être sûr que tout est apte et bon à pouvoir être utilisé. Docteur Doumbia, la gestion du sang, vous avez souligné ici qu'il y a un gros problème de gestion du sang. Les entrées, les sorties, la disponibilité, l'acheminement, voilà, il manque des équipements. Moi, j'ai envie de vous demander, au niveau des différents centres que vous avez pu visiter, même chez vous, est-ce que tout est vraiment dans les normes pour conserver le sang? Pour la conservation des produits sanguins, c'est surtout les responsables du laboratoire. Parce que nous sommes les utilisateurs de ces produits sanguins. Il vous fait quand même un retour. Il vous tient au courant en disant, voilà... Il y a un circuit qui est connu, c'est-à-dire depuis le Centre national de transfusion sanguine jusqu'au niveau local. Donc la conservation et la préservation de la qualité des produits sanguins relève de cette structure-là. De sa structure. Voilà. D'accord. Au niveau local. Donc nous sommes demandeurs et utilisateurs de ces produits sanguins. Tout ce qui concerne la conservation et autres, c'est à un autre niveau. Nous demandons du produit sanguin au moment où on doit l'utiliser. D'accord. Juste une question. Vous ne faites pas des genres de réunions de coordination pour faire un point général ou pas? Nous faisons, il l'a dit, nous avons un comité de transfusion sanguine. Il vous fait un point de tout ça ou pas? On se réunit, mais c'est très timide. Très timide. C'est normal ou pas? Ou c'est la charge de travail qu'il fait? Alors, je dirais, il faut
il y a ce qu'on appelle, il y a un manque de motivation. Un manque de motivation qui est là. Ce manque de motivation est multifactoriel. Il y a ce qu'on appelle la charge de travail aussi. Quand vous prenez nos structures de santé, là où je suis, nous sommes 5 gynéco-obstétriciens. Et la charge de travail fait... Pour combien de patients en moyenne jour, par semaine? Nous faisons environ 10 000 accouchements par an. Pour 5 gynécos par an. Dans la donc, journée, 24 heures, nous sommes autour de 30 à 40 accouchements par jour. Pour 5 gynécologues? Pour 5 gynécologues. Wow. Donc, ce qui fait que... Mais c'est pas... Donc, la surcharge du travail, il y a beaucoup de choses. Le fait de réunir tous les comités, ça pose aussi souvent problème. Donc, même si tu as la volonté, quelques éléments peuvent avoir la volonté, mais c'est difficile de réunir tout le monde. À 100%. 100%. Donc, ce qui fait qu'il y a une timidité dans la tenue des réunions. Comment vous arrivez à réfléchir, par exemple, à pouvoir même trouver des pistes de solutions face à ce taux de décès maternel dû aux hémorragies? Alors, les solutions sont à différents niveaux d'abord. D'abord, il faut, moi je vais plus loin. Il l'a dit souvent, quand une femme est anémie, il suffit d'un petit saignement pour que son état se dégrade. Et quand vous prenez la dernière enquête, le taux d'anémie chez les femmes non enceintes tourne autour de 60% en République du Mali. Donc la grossesse vient sur un terrain anémique d'abord. Ça, c'est la première des choses qu'il faut voir. Deuxièmement, pendant la consultation prénatale, l'utilisation normale et adéquate, c'est-à-dire de la supplémentation en fer acide folique, doit être renforcée. Ça veut dire que toutes les femmes qui viennent dans une structure de santé, on doit prescrire du fer acide folique et on doit être assis, on doit avoir la confirmation réellement qu'elles prennent son fer. Par des tests aussi qui peuvent... Non, même pas. Vous demandez, vous sensibilisez. L'un des problèmes fondamentaux que nous avons dans nos structures de santé, on ne se donne pas assez de temps. On ne communique pas beaucoup avec les malades. Donc, ce qui fait que on prescrit l'ordonnance quand nous avons une population en commun qui est dans la majorité, n'est pas scolarisée, surtout les femmes. Donc, il faut se donner le temps et parler le rationnel de la prescription, surtout de la supplémentation en fer acide folique. Ça, c'est un salaire que nous, prestataires de santé, de soins, doit lever. Et quand on prescrit, on doit s'assurer qu'elles prennent et donner. Après, on doit identifier les femmes à risque de faire l'hémorragie du postpartum. Il a dit, il y a certaines pathologies qui sont pourvoyeuses de complications après l'accouchement. On doit les identifier. Et ces femmes doivent faire l'attention d'une surveillance rapprochée. On doit, dans les plans au 9e mois, quand on fait le pronostic de l'accouchement, on doit avoir, c'est-à-dire, le plan de l'accouchement doit être fait. C'est-à-dire, voici telle femme qui a besoin de telle bonne organisation. Ça, c'est au niveau prestataire. Nos structures de santé doivent être adaptées par rapport à la prise en charge de ces urgences-là, en termes de compétences, personnel compétent et qualifié, en quantité et en qualité. On doit avoir, c'est-à-dire l'infrastructure doit être de mise. D'accord. Donc tous ces éléments doivent être réunis pour faire face à la prise en charge de l'hémorragie qui doit venir. À vous entendre, il y a des difficultés jusque-là. Il y a des difficultés. D'accord. Moi, j'ai envie de vous poser une question assez terre à terre. Est-ce qu'il y a un lien entre le niveau d'éducation
le pouvoir économique et la disponibilité du sang pour pouvoir réduire les décès maternels aujourd'hui? Oui, moi Est-ce qu'une classe sociale par rapport à d'autres est vraiment épargnée ou pas? Oui. En fait, moi je vais peut-être parler après, les spécialistes du sang va donner. Il y a une relation. Aujourd'hui, on sait très bien que ces décès maternels surviennent dans la majorité dans les pays en voie de développement où les ressources économiques sont très limitées. Ça, c'est la première des sources. Deuxièmement, c'est-à-dire, il y a des études qui ont prouvé que, c'est-à-dire les conditions socio-économiques défavorables, il y a une relation entre le risque de mourir par hémorragie du postpartum est plus élevé dans cette couche sociale que comparé à des femmes qui ont un niveau socio-économique plus élevé. Ça, c'est clair, dans la médecine factuelle. Il y a des études qui ont prouvé ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut réellement? Les femmes qui sont défavorisées économiquement et socialement, c'est-à-dire c'est des femmes qui ont recours souvent à des soins de qualité, parce que pour aller à l'hôpital, il faut se déplacer, il faut avoir une situation économique favorable. Quand il part à l'hôpital, il y a des examens complémentaires qu'il faut le faire, il y a les tickets de consultation qu'il faut prendre. Tout ça va constituer des freins, c'est-à-dire au recours des soins de santé. Donc, tu n'as pas recours, tu n'as pas les soins de santé de qualité, tu es exposé à faire des complications. Maintenant, quand ces complications surviennent aussi, c'est-à-dire quand nos structures de santé, souvent, il y a un manque, surtout en cette période où il n'y a pas d'électricité, il y a une hémorragie du postpartum au bloc opératoire, coupure d'électricité, mais qu'est-ce que tu fais? L'anesthésiste ne va pas endormir la malade parce qu'il y a des risques. Il faut l'évacuer vers une structure. Donc tout ça a un impact négatif sur la santé de la mère et de l'enfant. Donc ce qui fait que la relation n'est pas difficile à établir. Nous savons aujourd'hui, dans nos structures de santé, nous avons un réel problème de matériel, de personnel. Tout ça nécessite un coût supplémentaire sur le plan économique. Donc, il y a des relations. Ça, c'est connu, c'est établi. D'accord. Je pense que pour ça, le temps risquera de nous faire vraiment défaut. Docteur Fané, avec beaucoup de lectures, beaucoup de constats, on se rend compte que quand on est dans la capitale, on a moins de problèmes de disponibilité et d'accès au sang. Mais dans les zones un peu plus reculées, par exemple, on a une certaine population qui sont nomades, qui bougent beaucoup. Dans ces zones, comment ça se passe? Surtout que ces populations, on le sait très bien, n'utilisent pas la contraception. Ils font beaucoup d'enfants. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'ils en fassent. Mais comment c'est géré? Est-ce que ce n'est pas aussi à ce niveau que pour préserver la santé maternelle se pose aussi beaucoup de problèmes à ce niveau dans ces zones? Le sang est-il disponible? Le sang est-il accessible? Alors, je vais répondre à votre question, mais déjà quand Dr Doumbia répondait à une question, je voulais inverser le rôle pour être journaliste et puis vous demander est-ce que vous étiez satisfaite de la question que vous aviez posée par rapport à est-ce qu'il y a un retour d'informations pour tout ce qui est disponibilité, problème de sang. En fait, je vous ai dit que ce qu'on a appelé par le passé les mini-banques de sang, c'est un partenaire qui avait accompagné le Mali à travers le CNTS à disposer de ces banques de sang qui étaient juste... On peut savoir le partenaire, c'est qui? C'est CDC Atlanta. CDC Atlanta. Par le passé. Américain. Ouais. Donc, c'était en fait normalement ce que Dr Doumbia a dit, les banques de sang relèvent des établissements qui les abritent. Mais pour pallier rapidement à un vide qui était là, approcher la disponibilité des soins, il ne faut pas tout le temps recourir au CNTS qui est à Kinzambrou, avoir la disponibilité. Donc pour animer ces banques de sang, des gens étaient là, des employés,
au compte du CNTS à travers ce partenaire. Donc après, c'était pour passer un cap. Mais les établissements doivent s'approprier leur banque de sang. Aujourd'hui, on est sur un plateau parlant de la santé maternelle. Mais quand on parle de santé maternelle, de santé infantile, quand un gynéco dit, moi je peux faire ça, et puis que l'établissement va dire, on est en mesure de faire ça par rapport aux compétences humaines, après, ce qui va faire recours au sang, quand on dit, je ne peux pas régler le problème de sang, ce gynéco va se mettre à rayer les activités qu'il ne pourra pas faire sans le sang. Maintenant, on a pensé que c'est le CNTS qui devait gérer avec eux. Il y a une banque de sang, il y a un responsable de banque de sang. Ce qui se passe par rapport à la banque de sang, je suis utilisateur, moi, c'est l'hémato qui parle, je ne sais pas et je ne sais pas comment je peux faire en sorte que dans mon établissement, qu'il n'y ait pas de problème. Vous avez parlé de réunions, vous avez parlé de commissions, c'est ce qu'on appelle le comité de sécurité transfusionnelle. Parce qu'une chose est la disponibilité, mais quand je vous disais que le problème de sang est un fourre-tout, la façon de passer le sang peut être disponible, mais ça peut être fatal. Comment faire passer le sang? Donc tout ça, ce sont des problématiques à discuter avec un comité transfusionnel. C'est-à-dire que la chose ne doit pas relever que du responsable de la banque de sang. Il a parlé de l'implication, c'est ce qu'on attend, ce sont des responsabilités. Dans les CESREF, dans un CESREF, la banque de sang est rattachée au labo. Le labo et la pharmacie relèvent du pharmacien. Et c'est dans un établissement. Mais chaque fois qu'il y a un problème, on pense que ce n'est que le responsable de banque de sang. Ce responsable de banque de sang n'a pas eu cette attitude chez lui ou dans la rue, mais c'est dans un établissement, donc ce sont des responsabilités engagées. Maintenant, pour avoir la disponibilité, la banque de sang ne demande pas à ce qu'une patiente soit transfusée. L'indication est posée. Maintenant, je vous dis qu'on doit faire recours à la famille pour le remplacement. Donc, quand on court pour aller chercher le sang, il faudrait bien qu'il y ait des politiques pour faire comprendre à la famille que vous devez amener des donneurs. L'urgence est levée. Après, pour avoir des gens pour donner ce qu'on appelle le don de remplacement, c'est la banque de sang qui doit batailler avec la famille pour dire vous devez amener des donneurs. Non, ça veut dire qu'on va régler le problème en urgence, mais cette famille doit comprendre si elle a des donneurs sur place pour les motiver à donner. Ça, c'est du côté des donneurs. Il ne faut pas que les prescripteurs utilisateurs que nous sommes, nous nous désengageons par rapport à ça pour dire que c'est la banque de sang qui va régler. Vous avez posé une question par rapport à la conservation. Conservation, jusque là, ce qu'on est en train d'évoquer en termes de conservation, c'est avec ce qu'on appelle les concentrés de globules rouges. Les différents éléments ne sont pas conservés à la même température. Ce n'est pas les mêmes conditions de conservation. Quand on est avec les plaquettes, c'est en agitation, c'est avec à une température entre 20 et 24 degrés. On est avec les globules rouges, c'est entre 2 et 6 degrés. Maintenant, ce qui peut arrêter une hémorragie, parce que quand il y a une hémorragie, quand on se met à mettre le sang rouge, les globules rouges, c'est comme si on veut remplir un tonneau percé. On ne peut pas. Il faut arrêter le saignement pendant qu'on est en train de remplacer les globules rouges perdus. Au jour d'aujourd'hui, déjà des difficultés au niveau de ces établissements de pouvoir conserver le sang à la bonne température entre 2 et 6 degrés. La rupture de la chaîne de froid, quand il parle de lessage, ça c'est à ce niveau. Mais nous, on veut, en plus de la disponibilité de concentrés de globules rouges, pouvoir mettre à disposition de ce qu'on appelle les plasmas frais congelés. Mais ça, ce n'est pas le CNTS. C'est l'établissement qui doit pouvoir s'engager pour que ça soit disponible pour eux. Maintenant, le comité transfusionnel. Une motivation ou une démotivation ne peut pas expliquer la non-existence ou la mise en place, une fois que c'est mis en place, la non-fonctionnalité, parce que c'est la sécurité. Quelqu'un qui a été transfusé ou bien qui n'a pas eu du sang, qui va répondre? C'est un engagement. Donc, quand je fais le travail, je voudrais que le travail soit bien fait. Donc, il faut bien que ces comités existent et qu'ils soient fonctionnels parce que c'est une responsabilité qui revient aux structures utilisatives quand on parle d'hémovigilance, la sécurité transfusionnelle. Et ça, c'est venu des événements avec des transfusions. C'est quand on avait eu l'histoire de sang contaminé. Donc, il y a une interpellation de la population auprès du système de santé pour dire qu'il faut qu'il y ait une sécurité par rapport à ça. Donc, l'hémovigilance est de rigueur. Et la loi de 2022, mai 2022, du Mali,
parle de cette hémovigilance et cette hémovigilance va se baser sur la traçabilité. Ça veut dire que chaque produit qu'on va transfuser doit avoir une trace. Déjà, la banque de sang met à disposition du sang. Je suis utilisateur, j'utilise, mais si je n'ai même pas de documentation du sang, on a dit que le sang devait être transfusé, une indication imposée, et puis on dit qu'il y a une transfusion qui a été faite. Quelle poche a été transfusée? D'où venait cette poche? Je ne m'en soucie pas. Je pense que c'est la banque de sang qui va résoudre ça. La traçabilité, il y a un niveau au niveau de la banque de sang, mais il y a un niveau au niveau des utilisateurs. Parce que après, s'il y a un problème qu'on pense être lié à la transfusion, si on doit faire une investigation, il faut qu'on ait des informations par rapport à tout cela. Le sang qui a été utilisé, le circuit de ce sang-là. Parce que s'il y a des choses qui nous échappent au niveau des établissements, est-ce que ce sang a pu sortir de nulle part pour que moi je le transfuse? Et ça, vraiment, ce sont des responsabilités engagées qui nous incombent en tant que médecins. La banque de sang seule ne peut pas répondre à ça, mais c'est vraiment pour la qualité et les soins. La qualité des soins que nous prodiguons, pas seulement la transfusion, parce que la transfusion va faire partie des soins, c'est un acte médical. La transfusion reste un acte médical qui peut être délégué à d'autres personnes, mais c'est un acte médical. Donc, un médecin qui pose une indication de transfusion, il y a une responsabilité médicale qui est engagée. Maintenant, vous avez posé la question, la corrélation. Ce que le Dr Doumbia a dit, je suis d'accord, parce que en fait, ici, avec les problèmes économiques, on n'est pas dans la médecine préventive. Quand on se soucie de ce que je vais manger demain, je suis plus préoccupé par rapport à l'argent de la popote que aller faire quelque chose. Je me dis, où est-ce que je vais aller chercher un problème? Moi, je ne ressens pas. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié seulement à la santé maternelle, mais cette médecine préventive pose problème. Donc, il peut avoir cet impact-là par rapport à cette organisation. Et ce que vous avez dit, dans les coins reculés, quand on parle de décès maternels, qu'on veut faire les audits, quand on est dans la surveillance de ces décès-là, c'est plurisectoriel. Est-ce que quand le sang est disponible dans un CESREF, la femme a dû être référée? Maintenant, pour atteindre ce CESREF-là, on perd du temps parce qu'il n'y a pas de pont pour y accéder. On est en saison pluvieuse où on ne peut pas passer. Là, c'est quelqu'un d'autre qui va intervenir, mais ce n'est pas le domaine de la santé. Donc, c'est plurisectoriel. Vous parlez de 5 coins reculés. On a des CESCOM. Un CESCOM ne doit pas transfuser quand il y a une complication qui arrive à une femme qui est en train d'accoucher. On doit référer à un niveau supérieur. Pour atteindre ce niveau supérieur, on peut être distant. On parle souvent des kilomètres qui avoisinent. Donc, on a eu des récits de 80 kilomètres ou plus. Mais dans la définition de l'OMS, ce n'est pas en termes de distance, mais c'est en termes de temps pour arriver à cette zone. Si on a des problèmes d'accessibilité, parce qu'on est en saison pluvieuse, il n'y a pas de véhicule, il faut que la femme soit transportée à dos d'âne et tout. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres problèmes pour pouvoir pallier. Donc, quand vous avez posé cette question, la question de développement, de pouvoir, de raisons économiques, il y a bien un lien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de décès maternel et puis de transfusion, mais moi je vous dis, le sang est disponible dans un CESREF. On est dans une localité où le CESCOM est à 80 km et il ne faut pas avoir 80 km goudronné, mais le temps que la femme va mettre pour arriver pendant cette référence. Merci beaucoup, Dr Fané. On est arrivé au terme de notre réflexion du jour, très intéressant. Je pense que les téléspectateurs prennent du plaisir, apprennent aussi beaucoup, autant chez eux. Voilà, on va passer aux recommandations. La recommandation ultime, au fil de cet entretien, cette réflexion sur le plateau, de part et d'autre, on a pu déjà avancer des recommandations. Je vais juste vous demander la recommandation ultime pour pouvoir clore cette réflexion du jour. Docteur Doumbia, la recommandation ultime. Alors, je vais donner ma recommandation en un seul mot. Hein. Oui. Mais je voudrais, quand vous avez dit que
tu vas pas, non, les femmes accouchent beaucoup, on va les laisser. Non. Parmi les causes du décès maternel, là, il y a les cas trop de grossesses, des grossesses trop nombreuses, trop rapprochées, trop précoces ou trop tardives. Ça, c'est les 4 piliers qu'il faut choisir. Donc, souvent, j'ai l'habitude de dire, on tombe enceinte, il y a le décès maternel parce qu'on est tombé enceinte. Oui. Donc, la méthode contraceptive la couverture est la prévalence est très faible au Mali. Je suis totalement d'accord avec vous, mais je ne suis pas la personne qui le dit. Hein. Maintenant, la recommandation, il faut un engagement politique, quoi, avec des actions fortes. L'État, il faut un engagement politique fort. Il faut aller, dès que l'engagement politique est fort, jusqu'à un certain niveau, on peut sanctionner. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Dr Doumbia. Dr Fane. Oui. Alors, déjà, vous parlez de recommandations. Je pense qu'on a plus parlé des structures publiques, mais on n'a pas dit est-ce que d'autres structures peuvent prendre en charge une femme et puis qui peut se retrouver après. Quand on vous parle des chiffres, est-ce que le tout se passe en public? Donc, en fait, quand Dr Doumbia dit une politique et un engagement, le CNTS, ça fait partie de ses attributs. Tout ce qui est coordination, cette réglementation sur le plan transfusionnel, le CNTS doit pouvoir se prononcer. Donc, ce qui a existé par le temps, parce que pendant longtemps, il y a eu un vide juridique, avec la loi de 2022, on est en train de faire l'élaboration de décrets d'application. Il faudrait que les gens comprennent qu'on doit tendre vers les normes. On doit tendre vers les normes, donc par rapport à ces exigences. Recommandations, quand vous parlez de recommandations, déjà, quelle est la part de la société? Je vous dis que le sang ne peut venir que d'un donneur, quelqu'un qui va donner du sang. Donc, on ne peut pas être en décalage dans les années 40 et puis en 2024. Ce qu'on est en train de dire à Bamako, on parle de banque de sang. Mais dans les coins reculés, une femme est amenée comme ça, doit avoir du sang, il n'y a pas de sang stocké. Le mari ou son frère ne sont pas prêts à donner du sang. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas imaginer à quel point des soignants sont affectés, souvent confrontés à un problème. La famille ne veut pas se décarcasser, excusez-moi du terme, par rapport à ça. Parce que culturellement, déjà, on se dit qu'une femme qui va à l'accouchement va à un combat, peut perdre sa vie. Et si elle perd sa vie, culturellement, c'est conçu comme normal pour nous. Donc, renverser cette tendance, il faut vraiment d'autres croyances. Ça, c'est du côté de la société. Deuxième chose, par rapport au suivi et puis comment s'organiser pour que on ait cette disponibilité, l'organisation, Dr Doumbia l'a dit, l'implication de tout un chacun. Ne cherchons pas à faire porter le chapeau par quelqu'un. Il faut qu'on soit là au bénéfice de la population. Et troisième chose, pour cette sécurité transfusionnelle, comprenons que ce n'est pas que la disponibilité, mais c'est des produits sanguins de qualité. Et donc, dans cette recommandation, que la famille sache que quand on fait recours à elle, c'est seulement pour le don de sang, le don de remplacement pour les transformer en donneurs volontaires réguliers, pas pour remplacer un médecin, un soignant. Parce qu'après, la responsabilité n'est pas située. Quand il y a un problème, on dit c'est la famille même qui s'est portée. Voilà. C'est parce que dans le circuit du sang, ce n'est pas encore clair. Il faut que les gens comprennent dans le circuit que ça se passe entre les professionnels. Le seul recours à la famille, c'est pour le don de sang. D'accord. Merci beaucoup, docteur Fane. Voilà, on est arrivé au bout de cette réflexion sur ce plateau. Téléspectateurs, on a très bien compris par le développement des docteurs ici sur ce plateau que l'affaire du sang n'est pas une affaire à négliger. Il est important pour tout un chacun de jouer sa partition et de bien la jouer. Voilà, nous avons pour thème la problématique de la disponibilité et l'accès au sang au Mali, impact sur la santé maternelle. Docteur Doumbia Salek, gynécologue obstétricien au CCRF de la
commune 5. Il est sur le plateau représentant de l'Office national de la santé de la reproduction du Mali. Docteur Doumbia, merci beaucoup. Merci. Votre mot pour dire au revoir aux téléspectateurs? Alors, je remercie Mandin TV qui nous donne l'occasion de sensibiliser et de parler de cette thématique très importante pour que la population soit édifiée davantage. Merci et merci. J'espère que Ce ne sera pas la dernière fois. Je suis sûre de pouvoir vous revoir sur ce plateau de réflexion. Nous avons aussi sur le plateau Dr Baba Fané. Il est hématologiste transfusionniste DGA du Centre national de transfusion sanguine CNTS. Dr Fané, votre mot pour dire au revoir aux téléspectateurs? Merci à vous d'abord, merci à Mandé TV parce que les médias nous aident vraiment à communiquer, en fait, faire comprendre ce qu'il y a comme mission assignée au CNTS, les soignants, qu'est-ce qu'ils doivent faire parce que la famille, la population est dans un désarroi, se retrouve perdue. Donc, c'est une occasion opportune pour nous de pouvoir donner des informations efficientes à la population. Donc, merci à Mandé TV et merci aux téléspectateurs. Merci beaucoup, Docteur Doumbia, Docteur Fané. Merci beaucoup d'avoir contribué à cette réflexion sur le plateau de Mandé TV. On se dit sûrement pour une prochaine fois avec une autre thématique en santé, en médecine. Il y a tellement à dire. On a pu apprendre beaucoup sur ce plateau. Téléspectateurs de Mandé TV, merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Je salue aussi la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine.